Rends les 80 000 $ ou ne reviens jamais. Mon père m'a pointé du doigt en criant. Ma sœur a ajouté, nous savons tous que tu as volé l'argent de maman pour ton affaire. Lentement, j'ai posé les relevés bancaires sur la table. Leurs visages ont pâli. Merci d'être venu avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une excellente journée où que tu sois. J'aimerais que tu dises en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi. Maintenant, commençons notre histoire ensemble. L'odeur de la cire à polir et des lys que ma mère aimait tant m'a accueilli dans l'entrée. C'était un parfum familier, le parfum de mon enfance, mais ce jour-là il semblait différent, étrange, comme si je visitais la maison d'un lointain connu, pas le foyer où j'ai grandi, où chaque fissure du mur du jardin avait une histoire. J'avais conduit 5 heures sous une pluie torrentielle depuis Mexico, juste pour apporter le gâteau 3 les spéciales de la boulangerie de Don Raoul, le préféré de ma mère, fait exactement avec la recette qu'elle lui avait donnée il y a des décennies. C'était son 65e anniversaire, un chiffre important. Je voulais que tout soit parfait. J'ai toujours été la fille qui essayait de compenser la froideur de ma mère, le favoritisme évident envers ma sœur aînée, Lucia, et le sentiment constant de ne jamais être assez bien. Depuis jeune, c'était moi qui m'asseyais avec mon père pour faire les comptes, celle qui comprenait l'entreprise familiale mieux que personne, celle qui a proposé de moderniser la comptabilité et les finances. J'ai utilisé mes propres économies de mes premiers emplois comme comptable pour investir dans l'entreprise quand elle traversait une mauvaise passe. Une somme qu'on ne m'a jamais rendue et qu'on n'a plus jamais évoquée, comme si c'était mon devoir. Lucia, en revanche, était l'artiste, la créative, celle qui était censée avoir de grandes idées de projets, mais qui se concrétisait rarement et, quand c'était le cas, demandait un investissement familial. Maman la défendait toujours. Lucia a besoin de son espace pour créer. Carmen, toi tu es plus pratique. Pratique signifiait celle qui résout les problèmes, celle qui apporte l'argent, celle qui ne se plaint pas. Je suis entré dans le salon, les visages se sont tournés vers moi. Papa, assis dans son fauteuil habituel, maman sur le canapé et Lucia, rayonnante dans une nouvelle robe, souriant ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il y avait quelques tantes et cousins aussi, avec leur sourire forcé, comme si tout le monde jouait une pièce. « Carmen, tu es arrivée ?» a dit maman d'une voix qui essayait d'être joyeuse, mais qui manquait de chaleur réelle. La bise sur la joue a été brève. J'ai posé le gâteau avec soin sur la table basse, où il y avait déjà d'autres desserts et une bouteille de cidre. L'air sentait les fleurs, le gâteau et une tension inavouable qui collait à la peau comme l'humidité de la pluie. « Joyeux anniversaire, maman. Je t'ai apporté le gâteau de Don Raoul. » Ma voix a tremblé légèrement, nerveuse comme elle l'était toujours dans cette maison. Avant que quelqu'un puisse dire merci ou allumer les bougies, mon père s'est levé de son fauteuil. Ses yeux, normalement sévères, étaient remplis d'une froide colère qui m'a glacé le sang. Il m'a pointé du doigt avec un doigt tremblant. « Rends les 80 000 $ ou ne reviens pas. » Le cri a résonné dans toute la pièce, faisant remuer les quelques invités, mal à l'aise. L'odeur sucrée du gâteau 3 les m'est soudainement devenue nauséabonde. Je suis resté figé. 80 000 de quoi parlait-il? Mon esprit s'est vidé. « Papa, de quoi parles-tu » ai-je demandé. Lucia a interrompu avec sa voix fausse et contrite. Elle s'est levée et s'est approchée de ma mère, posant une main sur son épaule dans un geste de solidarité qui m'a paru l'apogée de l'hypocrisie. « Carmen, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. » Maman est très affectée. Elle s'est tournée vers moi et dans ses yeux j'ai vu un mélange de triomphe et de mépris. Nous savons tous que tu as pris l'argent de l'entreprise de maman quand tu l'as aidé avec la comptabilité en ligne le mois dernier pour ton affaire. Comme si j'avais dit, mon entreprise. Je n'ai qu'une petite activité comme comptable indépendante. Je n'avais jamais pris un seul dollar à mes parents. Je leur ai toujours donné, je les ai toujours aidés. Comment pouvait-il dire ça? Comment pouvait-il le croire? J'ai regardé ma mère. J'espérais qu'elle dise quelque chose, qu'elle me défende, qu'elle dise que c'était une erreur. Mais elle m'a juste regardé avec cette expression de déception que je connaissais aussi, serrant les lèvres sans dire un mot. Son silence a été un couteau. Elle m'a condamné sans même me donner le bénéfice du doute. Le gâteau était toujours sur la table, parfait dans son innocence, témoin muet de l'accusation. J'ai senti l'air me manquer dans les poumons. Ma poitrine s'est serrée comme si quelqu'un m'avait enroulé de fils barbelés. Ma vision s'est embuée de larmes non versées. Toute la maison est devenue soudainement hostile.
Chaque photo de famille au mur semblait une accusation directe. C'était la même maison où ma mère m'avait appris à faire ce gâteau et où mon père me racontait des histoires avant de dormir. Maintenant, c'était un piège. Non, je n'ai rien pris, ai-je réussi à chuchoter. Ma voix était brisée. Mon père a fait un pas menaçant vers moi. Ne mens pas. L'argent a disparu juste après que tu as aidé ta mère avec les comptes en ligne. Personne d'autre n'avait accès. Rends-le. L'humiliation m'a brûlé le visage. J'ai senti les regards de mes tantes et de mes cousins plantés sur moi. C'étaient des regards de jugement, des regards pleins de commérages assurés pour le lundi. À cet instant, j'ai touché le fond. J'ai été accusé, condamné et expulsé par ma propre famille le jour de l'anniversaire de ma mère, sans une once d'amour ni de confiance. La douleur était physique. J'ai senti qu'on m'arrachait une partie de l'âme. Dehors, a dit mon père d'une voix basse et venimeuse. Maintenant, dehors de ma maison. Et ne reviens pas tant que l'argent n'est pas revenu. J'ai ramassé mon sac par terre. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli faire tomber mon téléphone. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas me défendre. La scène était si absurde, si cruelle, que mon cerveau refusait de tout comprendre. J'ai reculé d'un pas, puis d'un autre. Personne ne s'est levé pour m'arrêter. Personne ne m'a demandé de rester, pas même ma mère, qui a simplement baissé les yeux. Je suis sorti sous la pluie. L'eau froide a lavé mes larmes, mais pas ma douleur. Le portail s'est refermé derrière moi avec un bruit métallique et final. Je suis monté dans la voiture trempée, et j'ai éclaté en sanglots. J'ai pleuré pour les 80 000 $ que je n'avais pas pris, pour la famille que je croyais avoir et qui s'effondrait sous mes yeux, pour l'injustice, pour la solitude. La pluie ne s'arrêtait pas. C'était comme si le ciel lui aussi pleurait mon malheur. J'ai conduit sans but pendant un moment, les lumières devenant floues à cause des larmes et du pare-brise trempé. J'ai fini par me garer près de la maison d'Anna. Anna est ma meilleure amie depuis le lycée, ma famille choisie. Elle a toujours été mon refuge. Je l'ai appelée, la voix presque inaudible entre mes sanglots. Anna, ils m'ont mise dehors. Je suis arrivé à son appartement en tremblant, la robe collée à la peau. Anna m'a prise dans ses bras sans poser de questions. Elle m'a donné des vêtements secs, une tasse de thé chaud, et m'a laissé pleurer sur son canapé. Quand j'ai enfin pu parler, je lui ai tout raconté. L'accusation, la somme ridicule, la passivité de ma mère, la cruauté de Lucia. Anna m'a écouté patiemment. Quand j'ai fini, elle m'a regardé droit dans les yeux, sérieuse. Carmen, tu es comptable judiciaire. Tu as déjà découvert des fraudes bien plus compliquées que celle-là. Si ce n'était pas toi, alors qui? Utilise tes compétences, pas pour eux, mais pour toi, pour connaître la vérité, pour prouver que tu n'es pas une voleuse. Ces mots ont rallumé une flamme en moi. Quelque chose ne va pas, lui ai-je dit, plus pour moi que pour elle. 80 000 $, c'est beaucoup d'argent pour disparaître comme ça sans laisser de traces. Et la façon dont ils m'ont accusé, si sûr, si près, c'était presque comme s'ils savaient qui c'était vraiment et qu'ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Mon cerveau professionnel a commencé à analyser la situation. J'ai essuyé mes larmes. La douleur n'était pas partie, mais la paralysie, oui. L'humiliation et la colère se sont transformées en une détermination froide comme l'acier. Je n'allais pas les laisser me faire ça. Plus jamais. Je n'allais pas permettre que ma propre famille détruise ma réputation et ma paix intérieure. J'allais trouver la vérité et, quand je l'aurai, je reviendrai. Pas pour demander pardon, mais pour les exposer. J'ai passé les jours suivants plongé dans les chiffres. Chez Anna, j'ai installé un petit centre d'opération. J'avais accès à certains des registres numériques de l'entreprise familiale, parce que c'est moi-même qui les avais configurés des années auparavant. J'ai commencé à remonter les traces. J'ai cherché des mouvements importants, des dates précises, des accès inhabituels. Je me suis souvenu que ma mère avait été à l'hôpital quelques jours le mois dernier pour un contrôle qui s'était légèrement compliqué. J'ai vérifié les dates. En effet, les grosses transactions, les retraits d'espèces importants qui totalisaient environ 80 000 $, avaient eu lieu exactement pendant ces jours-là. Mais moi, je n'étais pas là. Je les avais aidés à distance avant ça, en organisant les fichiers, pas en manipulant l'argent. Mon esprit de comptable judiciaire a fait le lien. Si maman était à l'hôpital, qui avait accès à ses cartes ou à sa banque en ligne? Les possibilités se réduisaient considérablement.
La première personne sur la liste était Lucia. Elle habitait près de chez eux, rendait souvent visite à maman, et avait toujours eu accès, même limité, à ses affaires. J'ai commencé à chercher plus profondément, des traces numériques, des reçus physiques dont je me souvenais les avoir vus la dernière fois que j'étais à la maison. J'ai trouvé de vieux emails entre Lucia et maman, où Lucia demandait sans cesse de l'argent pour ses soi-disant projets. Mais il y avait autre chose. Dans les fichiers de l'ancien ordinateur de maman, j'ai trouvé des brouillons d'emails étranges. Des notes confuses. On aurait dit que maman était inquiète de mouvements inhabituels, de papiers manquants, et il y avait un message supprimé. J'ai réussi à le récupérer partiellement. C'était un message de Lucia à maman. Il disait quelque chose comme « C'est juste temporaire, maman. Ne t'inquiète pas, Carmen n'a pas besoin de le savoir. J'ai juste besoin de l'argent pour ça. » Ma mère le savait. Ou au moins, elle le soupçonnait fortement. Elle ne m'a pas défendu parce qu'elle protégeait Lucia, ou pire encore, peut-être qu'elle l'avait aidée, même passivement. Un vieux secret de famille refit surface dans mon esprit. Il y a des années, quand nous étions adolescentes, ma mère avait perdu un bijou de grande valeur. J'avais été la première à être interrogée, presque accusée. Lucia, comme toujours, la petite innocente. Le bijou avait été retrouvé plus tard, mais l'affaire n'avait jamais été vraiment éclaircie. La méfiance envers moi dans les histoires d'argent venait de loin, peut-être nourrie par Lucia ou par une rancune de ma mère face à mon indépendance financière. Je compris que l'accusation des 80 000 $ n'était pas seulement une question d'argent, mais l'expression de plusieurs années de favoritisme, de jalousie et de relations toxiques. J'avais besoin d'une preuve irréfutable. Une confirmation visuelle, des reçus bancaires, les retraits en espèces. Je devais savoir qui s'était physiquement rendu à la banque. Je me rappelais que la banque principale de ma mère avait des caméras de sécurité de haute qualité. Grâce à mes contacts en comptabilité judiciaire, j'ai réussi à obtenir l'accès aux enregistrements de sécurité des dates clés. Ce fut un processus tendu, plein de démarches et d'explications, mais ma réputation professionnelle m'a aidé. J'ai passé des heures à examiner les vidéos, client après client, jusqu'à ce que je la voie. Lucia entrant dans la banque, s'approchant du guichet, parlant avec le caissier. À un moment, elle a sorti une pièce d'identité et une carte. Je ne pouvais pas voir les détails à cause de la faible résolution, mais c'était bien elle, et elle avait des reçus en main. J'ai agrandi l'image de sa main. Oui, des reçus de retrait. Et la signature n'était pas exactement celle de maman, mais elle était très bien imitée. Elle avait profité de l'hospitalisation de maman, de son accès et peut-être de la complicité silencieuse de maman pour voler l'argent. J'ai ressenti un mélange de colère glaciale et d'étrange calme. J'avais la vérité, j'avais la preuve. Je n'étais pas folle, je n'étais pas une voleuse. C'étaient eux les menteurs, ou au moins les complices et les calomniateurs. Anna était à mes côtés, me tenant la main pendant que nous regardions la vidéo sur son ordinateur portable. « Oh, Carmen, murmura-t-elle. Je suis tellement désolé. »« Ne sois pas désolé pour moi, lui ai-je dit avec une force nouvelle dans la voix. Sois désolé pour eux, car maintenant, c'est moi qui ai le contrôle. J'ai décidé comment se ferait la confrontation. Ce ne serait pas avec des cris ni au milieu d'une fête. Ce serait une rencontre planifiée. Je leur ai envoyé un message court. Nous devons parler de l'argent. Je serai à la maison samedi à 15 h. Soyez tous là. Je n'ai pas mentionné les preuves. Je voulais qu'ils soient confiants, peut-être même un peu arrogants. Le samedi est arrivé. La pluie avait cessé, mais le ciel restait gris. Revenir dans cette maison fut difficile. La même odeur, la même atmosphère tendue. Ils étaient assis dans le salon, l'air impatient. Papa avec son journal, maman en train de tricoter, Lucia sur son téléphone. Personne ne m'a offert à boire. Personne n'a demandé comment j'allais. Me voilà, ai-je dit en fermant la porte derrière moi. Ma voix était calme, sans trace de la vulnérabilité de la dernière fois. Papa a laissé tomber le journal. Bien, tu as apporté l'argent? Je me suis assise sur la chaise en face d'eux. J'ai posé mon sac au sol. J'ai sorti ma tablette et plusieurs documents. Non, ai-je répondu. Je n'ai pas apporté d'argent, je suis venu vous montrer quelque chose. Lucia a ri, un son sec et désagréable. Oh, s'il te plaît, Carmen. Encore des excuses.
Ce ne sont pas des excuses, Lucia, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux pour la première fois avec une clarté totale. C'est la vérité. J'ai allumé la tablette et projeté l'écran sur la grande télévision du salon. La première image était une ligne du temps clair des transactions. Voici les mouvements des 80 000 $, retraits en espèces et transferts. Tout a eu lieu entre le 10 et le 12 du mois dernier. J'ai marqué une pause. Des dates pendant lesquelles maman, selon les dossiers médicaux que j'ai pu vérifier, était hospitalisée. L'ambiance changea aussitôt. La complaisance disparut, remplacée par une tension palpable. Mon père fronça les sourcils. Maman arrêta de tricoter. Ses mains restèrent immobiles sur ses genoux. Lucia cessa de sourire. Ses yeux montraient maintenant de la panique. Ça ne prouve rien, balbutia Lucia. Oh, bien sûr que si, ai-je dit en passant au fichier suivant. C'étaient les reçus bancaires que j'avais récupérés. Voici les reçus signés. Regardez bien la signature. Ce n'est pas exactement celle de maman. J'ai fait défiler jusqu'à la vidéo suivante, celle de la caméra de sécurité de la banque. J'ai appuyé sur lecture. Ils ont vu Lucia entrer. Ils ont vu Lucia au guichet. Ils ont vu Lucia recevoir l'argent et les reçus. Le silence qui suivit fut assourdissant. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge du salon. Leur visage, encore arrogant une minute plus tôt, était maintenant livide. Le sang semblait leur avoir quitté le visage. Qu'est-ce que c'est, dit mon père, la voix beaucoup moins assurée. C'est la vérité, papa, ai-je répondu. Ma voix était calme, mais remplie d'une autorité que je n'avais jamais eue dans cette maison. C'est la preuve de qui a volé les 80 000 $. J'ai regardé Lucia. C'est toi, Lucia. Tu as profité de l'hospitalisation de maman. Tu as falsifié sa signature. Et tu m'as accusé pour te couvrir. Lucia bondit de sa chaise. Menteuse. C'est un montage. Tu as fait ça pour m'accuser, cria Lucia. Elle essaya de se jeter sur la tablette, mais j'ai été plus rapide. Je l'ai retirée de sa portée. Mon père est intervenu, essayant de s'interposer. Calme-toi, Carmen. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas réel. Ma voix s'éleva légèrement, la colère contenue refaisant surface. J'ai traversé un enfer à cause de vos mensonges. Vous m'avez mise à la porte. Vous m'avez accusé de voler ma propre mère, et elle a eu l'audace de connaître la vérité ou au moins de la soupçonner fortement. J'ai regardé ma mère. Maman, tu le savais? Tu savais que Lucia faisait quelque chose? C'est pour ça que tu n'as rien dit quand on m'a accusé. C'est pour ça que tu as laissé qu'on me traite de voleuse pour la protéger, elle? Ma mère a baissé la tête, sans répondre. Son silence a été une autre confirmation. Sa complicité, sa vieille méfiance, tout prenait sens. La douleur de cette trahison était plus profonde encore que l'accusation initiale. Ce n'était pas seulement ma sœur et mon père qui m'avaient trahi, ma mère aussi. Lucia s'est mise à pleurer de façon hystérique, mais son cri sonnait faux, comme une scène mal jouée. C'était une erreur. J'avais besoin de l'argent. Tu vas nous ruiner tous. Ruiner? Ma voix était glaciale. Vous avez essayé de me ruiner, moi. Ma réputation, ma vie, pour de l'argent. Mon père, se voyant acculé par les preuves, est passé aux attaques personnelles. Tu as toujours été difficile, Carmen. Toujours si fier. Regarde ce que tu fais maintenant, tu détruis ta famille. Cette famille était déjà détruite, papa, ai-je dit, les yeux plantés dans les siens. Vous l'avez détruite avec vos mensonges, votre favoritisme et votre manque d'amour. Je me suis levé. Le calme était revenu, mais c'était un calme né de la détermination et de la survie. Voici les preuves, ai-je dit en posant une clé USB avec les fichiers et une copie imprimée des reçus sur la table, hors de portée de Lucia. Maintenant, vous connaissez la vérité. Vous avez deux options, soit Lucia rend l'argent dans une semaine et nous faisons une excuse publique, soit j'apporte ces preuves à la police et au collège des comptables judiciaires. C'est du vol et de la calomnie, et je suis certaine que mes contacts juridiques seront ravis de m'aider. C'était un risque, un coup stratégique, mais cela sonnait crédible et menaçant. Je ne voulais pas forcément envoyer Lucia en prison, mais j'avais besoin d'effets de levier. Je devais récupérer ma dignité et l'argent. Leur visage se figea dans la panique. Lucia pleurait plus fort.
Maman restait muette. Papa me lança un regard plein de haine. Réfléchissez-y, ai-je dit. Et décidez si 80 000 $ valent une enquête policière et la honte publique. Je me suis retourné et j'ai marché vers la porte. Cette fois, mes mains ne tremblaient pas, mes pas étaient fermes. Je sentais le regard sur mon dos, mais ce n'étaient plus des regards de jugement qui me touchaient, c'étaient des regards de défaite et de rage. Je suis sorti de la maison pour la deuxième fois. L'air dehors semblait propre et frais. J'avais rendu justice dans le même lieu où on m'avait humilié. Le sentiment était doux amer, de la satisfaction d'avoir prouvé mon innocence et révélé la vérité, mais aussi une grande tristesse pour la famille que j'avais perdue à jamais. Les conséquences ne se sont pas fait attendre. La semaine suivante a été un enfer de messages et d'appels venant de numéros inconnus, des menaces voilées, des insultes. Lucia m'a envoyé un message rempli d'insultes, niant tout et me reprochant d'avoir ruiné sa vie. Mon père m'a appelé en hurlant. Ma mère, elle, m'a envoyé un seul message quelques jours plus tard. S'il te plaît, ma fille, ne fais pas ça. Ne ruine pas ta sœur. Pas un mot d'excuse, pas un mot reconnaissant mon innocence, seulement de la peur pour Lucia. Ce fut le dernier clou dans le cercueil. J'ai bloqué leur numéro. J'ai fini par récupérer l'argent, non sans difficulté. J'ai dû faire appel à un avocat qui a envoyé des lettres officielles, présentant les preuves et les possibles actions judiciaires. La menace d'un scandale public et les conséquences légales pour Lucia ont suffi à mettre la pression. Après beaucoup de négociations et de résistance, l'argent a été redéposé sur le compte de ma mère, et elle m'a transféré les 80 000 $, sans admettre sa faute. Ce fut une victoire financière, mais la vraie victoire fut de retrouver mon nom et ma paix. La réaction sociale fut partagée. Certains parents éloignés, des amis communs qui avaient cru à la version déformée de mes parents, m'ont évité. D'autres, surtout ceux qui soupçonnaient déjà la dynamique toxique de la famille ou de Lucia, sont venus me soutenir, ou simplement me dire. On a toujours su que quelque chose n'allait pas. Ces quelques personnes, comme Anna, sont devenues ma vraie famille. J'ai compris que la famille ne se définit pas par le sang que tu partages, mais par le respect, la sincérité et l'amour qu'on te donne. Le processus de guérison a été long. Il y a eu des jours de colère, des jours de grande tristesse. La trahison, surtout celle de ma mère, a laissé des cicatrices. Mais avec le temps, et avec le soutien de ma famille choisie, j'ai appris à pardonner pas à eux, mais à moi-même pour avoir mis si longtemps à voir la vérité et à poser des limites. J'ai appris la valeur de ma propre voix, de ma propre vérité. J'ai appris que je n'ai besoin de la validation de personne pour savoir qui je suis et combien je vaux. La maison de mon enfance, l'odeur des lys et de la cire, ne sont plus qu'un souvenir lointain, une histoire douloureuse dont j'ai su m'échapper. J'ai construit ma propre vie, établi mes propres frontières. Le chemin a été difficile, plein de larmes et de confrontations, mais il m'a mené vers un lieu de paix et d'authenticité que je n'aurais jamais trouvé si j'étais resté, si je m'étais tu, si je m'étais laissé détruire. Je me suis libéré, et c'est ça, la vraie richesse. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'ici. J'aimerais beaucoup savoir ce que tu as ressenti en écoutant mon histoire. Est-ce que ça t'a touché? As-tu déjà vécu une situation similaire avec ta famille? Partage tes pensées et tes émotions dans les commentaires. Je lis tout.